On continue. Si on est responsable de rien, Daniel, est-ce qu'on peut tout se permettre? Ah tiens, c'est une question que j'ai entendue, ça. Bon, être responsable, ça veut dire être capable de répondre, d'expliquer pourquoi on fait quelque chose. Là, on est responsable. Et lorsqu'on est responsable de quelque chose, on n'a pas à se sentir coupable parce que si on est capable d'expliquer pourquoi on l'a fait, c'est qu'on a toujours bien agi. Et si on ne peut pas expliquer pourquoi on a agi comme ça, on n'est pas responsable, vu qu'on ne peut pas répondre. On ne peut pas expliquer pourquoi. Si on n'est pas responsable, on n'a pas à se culpabiliser. Okay? Ça a l'air des vérités de la police, mais c'est tout à fait vrai. C'est comme ça que ça marche. Pourquoi tu as mal agi? Ben, je le sais pas. Ben, si tu le sais pas, tu n'es pas responsable. Ben, j'ai agi de même parce que je pensais que. Ben, c'est parfait. C'est de même qu'on développe notre intégrité mentale. Mais tu te rends compte que tu as mal agi. Prochaine fois, tu vas faire différent. Mais c'est bien que tu puisses répondre. Si on n'est pas responsable, donc si on ne peut répondre de rien, effectivement, on peut faire n'importe quoi. On n'a pas le choix, on fait n'importe quoi. Par contre, si vous pouvez répondre de ce que vous faites, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Vous allez de toute manière vous-même vous efforcer à fuir les mécanismes régissant votre karma négatif, donc à améliorer votre sort. Ce qui fait que si vous faites n'importe quoi, à un moment donné, vous allez avoir à en payer le prix. Et lorsqu'une personne devient responsable, lorsqu'une personne devient conséquentielle, lorsqu'elle sait pourquoi elle agit, même si son action manque, est mal faite, est mal pensée, pas grave, on l'essaye. Hein? Avant qu'on ait réussi à faire des Boeing 747, ben on a essayé bien des choses qui n'ont pas marché. Mais on ne s'est pas culpabilisé, on a simplement essayé d'améliorer ce qu'on avait exprimé. Alors c'est la même chose pour l'homme. Alors, lorsqu'on est responsable, lorsqu'on peut expliquer pourquoi on fait quelque chose, c'est qu'on est assez intelligent pour voir pourquoi ça l'a manqué, ou pourquoi ça l'a réussir, ou comment ça va réussir. On ne peut pas faire n'importe quoi. De dire qu'un jeune est irresponsable, donc n'est pas responsable, s'il n'est pas responsable, on ne peut pas le culpabiliser. On peut essayer de lui faire comprendre des choses, c'est-à-dire qu'on peut, par notre approche vibratoire, orale, physique, vitale, essayer de le transformer légèrement, de façon à ce qu'à un moment donné, il soit dans un état de voir comme on voit. Donc, de comprendre, donc de devenir responsable. C'est sûr qu'il y a plusieurs choses matérielles, physiques, chimiques, qui éliminent la responsabilité, c'est-à-dire qui rabaissent le taux vibratoire de l'homme, des drogues, de la boisson, qui détruisent l'intégrité neurologique de l'homme, les mêmes choses. Donc, à un moment donné, l'enfant ou l'adolescent ou l'adulte ne peut plus être tenu responsable. Lorsqu'on est responsable, c'est-à-dire que lorsqu'on est capable de répondre, on ne peut pas tout se permettre. Et lorsqu'on est capable de répondre, on ne se permet pas tout non plus. On essaie de faire des choses qui sont en accord avec l'intelligence, c'est-à-dire avec une efficacité ou un résultat. Lorsqu'on ne peut pas répondre, eh bien, on peut tout se permettre parce qu'effectivement, on se permet tout. Si vous vous dites, bon, ben, moi, je suis pas responsable, fait que moi, aller voler dans les magasins, puis tu es tout à fait responsable parce que tu viens justement de dire que tu n'étais pas responsable. Donc, tu comprends. Et si tu comprends ces mécanismes-là, ben, tu seras puni comme une personne qui comprend et qui essaie simplement de jouer le jeu de l'incompréhension. Alors, on a certaines personnes de temps en temps qui se vengent. Donc, émotivement, par exemple, sont jaloux, ils vont assassiner, vont refroidir, c'est le cas de le dire, leurs amants. Et puis, non, riez pas, c'est un terme qu'on emploie régulièrement pour... Alors voilà, plusieurs méthodes, évidemment. Alors, ils vont refroidir la personne qu'ils aimaient trop, pour leur prouver qu'ils les aimaient. Et puis, ce qui va arriver, c'est que cette personne-là, elle est responsable. Elle est capable de répondre parce qu'elle a agi intelligemment, intellectuellement. Elle a agi selon un mécanisme bien coordonné pour arriver à refroidir, selon des lois tout à fait chimiques, son amant. Mais est-ce qu'elle est coupable? C'est-à-dire qu'elle est coupable, mais est-ce qu'elle doit se sentir coupable? Non. Et évidemment, ça va à l'encontre de tous nos mécanismes d'éducation parce que nous éduquons en culpabilisant. On ne veut pas que l'être comprenne. On veut qu'il sente suffisamment coupable pour peu qu'il fasse. C'est notre système d'éducation. C'est évidemment plus long de s'arranger pour qu'une personne comprenne. Ça demande beaucoup plus de présence, d'énergie de la part de l'éducateur. Mais au lieu d'élever, on éduque. Lorsqu'on veut qu'il soit coupable, ben, c'est pas nécessaire qu'il comprenne. S'il a assez peur, il le fera plus.
Bon, alors la peine de mort, c'est un mécanisme de culpabilisation, par exemple. Alors, je ne vole pas, c'est la peine de mort. Je ne tue pas, c'est la peine de mort. Je n'ai pas besoin de comprendre, j'ai peur. Mais lorsque j'ai pas suffisamment peur, je tue quand même. Puis jamais m'en comprendre. On me tue après. Parfait. Mais tous ceux qui ne peuvent pas arriver à comprendre et qui n'ont pas suffisamment peur, ben, nos systèmes de culpabilisation vont être carrément inopérationnels. Donc, on en arrive avec des sociétés qui sont de plus en plus, disons, malmenées. Mais la personne qui, par exemple, refroidit son amant n'est pas responsable au sens karmique du terme, étant donné qu'elle ne savait pas ce qu'elle faisait. Par contre, pour apprendre certaines choses, les énergies, vu qu'elle a agi à l'encontre de l'harmonie écologique planétaire, elle a tué, elle a refroidi, automatiquement, elle devra vivre un karma qui lui sera donné. Mais cette personne, elle est présentement, par exemple, la personne qui va refroidir son amant, peut se voir condamnée à 20 ans de prison, peut se voir condamnée à une peine de mort, comme elle peut se voir graciée. Et elle ne recommencera pas. Parce que ce n'est pas un criminel qui est dans un état pathologique, neurologique ou psychologique qui l'amène à tuer. Ce n'est pas un meurtrier. Même si un jour, meurtre a été commis. Parce qu'elle était dans un état particulier qui ne se représentera sans doute jamais dans sa vie. Donc, elle était dans un état qui l'a amené à violer, à tuer, à massacrer. Mais cela ne recommencera pas. Alors, pourquoi les punir? Donc, la personne qui n'est pas responsable, on doit essayer de la rendre responsable. Ça va à l'encontre aussi de notre justice. Alors, on doit essayer de rendre responsable celui qui n'est pas responsable. Et non pas rendre coupable celui qui n'est pas coupable. C'est pas pareil. Rendre responsable. Et lorsqu'il prend conscience qu'il a mal agi, on ne le punit pas. On va le faire évoluer. Et lorsqu'il va recommencer, c'est parce qu'il n'est pas dans un état suffisant, il n'a pas conscience de ce qu'il fait. On peut prendre des petits exemples banaux avec vous-même. Mais lorsqu'on vient avec des exemples sociétaires ou qui nous font peur, on ne veut pas voir la relation entre les deux, la ressemblance, la similitude. Lorsqu'une personne est responsable, elle agit selon son énergie de responsabilité, selon ses capacités énergétiques. Alors, punir peut être bon pour rendre quelqu'un responsable parce qu'on secoue ses énergies égoïques, on le brasse. Maintenant, punir peut aussi être rendre responsable parce que c'est culpabilisant, parce que ça peut être carrément inapproprié avec l'état psychologique de la personne. Rendre responsable, c'est éduquer. OK, une autre sur la responsabilité. Est-ce qu'on est responsable de se culpabiliser ou de son orgueil? De son orgueil, non. Par contre, l'orgueil est responsable des souffrances de l'homme. Mais le mot à dit problème, c'est lorsque vous vous intéressez, et vous allez vous en intéresser parce que vous êtes l'être humain est un être peureux. L'être humain est un être peureux et qui recherche la sécurité. Ce qui fait que l'homme veut évoluer par recherche de sécurité parce qu'il essaie de fuir ses problèmes. Et il croit qu'en étant évolué, il va être bien. Donc, veut pas, à un moment donné, vous placez sur un chemin d'évolution. Et ce chemin d'évolution vous amène à comprendre, donc va vous amener à être responsable. Et lorsque vous devenez responsable, même si on a régi votre éducation ou votre élevage par la culpabilité, l'homme se sent coupable, l'homme se repent. À un moment donné, parce que vous vous conscientisez, vous allez devenir responsable. C'est-à-dire que vous allez être capable d'expliquer. Et lorsque l'homme est capable d'expliquer, l'homme a des possibilités de souffrir encore plus, souffrance mentale, et l'homme a un karma différent qui vient s'assujettir à lui. C'est-à-dire que l'homme comprend, l'homme peut expliquer, l'homme est responsable et l'homme n'agit pas. Donc, il y a deux mécanismes qui vont lutter dans l'homme, celui de la responsabilité, celui de l'irresponsabilité, celui de l'intelligence, celui de l'émotion, de l'astral. Donc, la personne qui se sent coupable et qui, à un moment donné, comprend les mécanismes de la culpabilité, devient responsable de sa culpabilité. Mais elle n'est pas coupable de sa culpabilité, elle est responsable. Il y a une bonne différence, je le répète, entre être coupable réel, et être responsable. Quelqu'un de coupable dans le plan planétaire, il n'y en a pas.
Quelqu'un d'irresponsable, il y en a. Quelqu'un de responsable, il y en a. Et entre les deux, on a un karma qui est mental, qui est un peu plus souffrant. L'homme recherche l'évolution pour quitter la souffrance et en évoluant, il va souffrir un peu plus. Jusqu'à un moment donné où il ne souffrira plus, lorsqu'il n'y aura plus d'ego en lui. Donc, présentement, l'homme qui connaît les mécanismes de la culpabilité, qui voit la futilité de la culpabilité et qui souffre est responsable. Pas de sa faute, il est responsable, il peut répondre, il peut expliquer. Et lorsque l'homme est responsable, même s'il est coupable, même s'il se sent coupable, même s'il souffre de la culpabilité, lorsque l'homme est responsable, et s'il observe sa culpabilité, donc s'il développe encore plus sa responsabilité, il ne sera plus coupable. Lorsque vous savez, là je me sens coupable, ça sert absolument à rien, j'ai même peur de me représenter devant la face de la personne, je vois bien que ça sert à rien, je ne le referai plus. Je suis suffisamment intelligent, je me sens coupable quand même. J'ai cette énergie qui m'habite. Et si l'homme s'observe, voit l'énergie qui l'habite et la responsabilise, l'explique, la voit, l'observe, il ne faut pas que l'homme la juge, il ne faut pas que l'homme l'accrédite, il faut que l'homme l'observe. L'homme se responsabilise de plus en plus. Alors à un moment donné, il n'y aura plus de culpabilité. Parce que l'homme sera responsable, pas coupable. Et lorsque l'homme est responsable, lorsque l'homme commet un acte et que cet acte n'a pas donné, n'a pas porté le fruit qu'il voulait, parce que l'homme n'a pas pouvoir de manipuler l'extérieur, pas pour l'instant, et tant que l'homme sera égoïste, il n'aura pas ce pouvoir, une chance d'ailleurs. Lorsque l'homme se rend compte que l'extérieur n'a pas donné le résultat escompté, lorsque l'homme voit, l'homme va répondre. L'homme va pouvoir se dire, c'est parce que j'ai fait telle chose de croche, je n'ai pas fait telle chose, j'ai omis telle chose, j'ai fait telle affaire, j'ai mal jugé, donc j'ai préjugé. Et voilà, et c'est tout. Je ne me sens pas coupable. Je vois ce que j'ai fait. Je peux expliquer à n'importe qui pourquoi ça n'a pas marché. Et ça, c'est de l'évolution. La prochaine fois, la personne aura peut-être l'énergie suffisante pour bien le faire. Peut-être que non. Et lorsqu'elle aura suffisamment acquis de l'énergie dans cette responsabilité d'action manquée, elle réussira son action. Ou elle verra que l'action est inutile. Donc, elle ne mettra plus d'énergie dans l'accomplissement de cette action. Jamais elle ne se sentira coupable. Elle sera responsable. Et c'est bien différent. Comment discerner la frontière entre un comportement trop passif et une attitude cherchant à désénergiser l'ego? Autrement dit, comment savoir si on est passif par faiblesse ou parce que c'est le temps de l'être? Bon, c'est une très, très bonne question. Lorsque l'ego est désénergisé, il n'y a plus jamais rien en vous qui vient vous faire souffrir au niveau psychologique. Et lorsque c'est l'ego qui essaie de se donner l'illusion, donc l'ego qui est paresseux, on peut facilement susciter en vous des mécanismes tout à fait émotifs reliés à la psychologie. Vous restez là. Alors, je m'explique. Lorsque je n'ai pas d'ego, on peut me dire, t'as peur de le faire, hein? Non, je veux pas le faire. T'es pissou. Non, puis j'ai pas peur non plus de pas le faire. Alors, mon ego, je n'ai pas d'orgueil. Parce que je le ferai pas pour te prouver que j'ai pas peur. J'ai pas peur. Alors, j'ai même pas peur que tu penses que j'ai peur. J'ai pas peur. Mais lorsque l'ego est paresseux, on peut facilement motiver un paresseux. On peut le mettre en colère, en tout cas, si on le motive pas. On le motive quand même. Et si on peut jouer dans sa psychologie pour faire susciter les émotions que ça nous tente ou carrément qui vont apparaître, c'est que la personne a un orgueil, mais elle croit à ne pas en avoir. Et c'est le problème de la majorité de ceux qui, dans différentes sectes, différents cheminements évolutifs, finissent par avoir une béatitude physique, une espèce d'expression extérieure divine, mais c'est du monde extrêmement violent. Il suffit juste d'aller piler sur les bons orteils pour que la personne devienne extrêmement violente. Alors, donc, lorsqu'on désénergise l'orgueil, on est humble réellement. Et lorsqu'on est responsable, on peut aussi comprendre le mécanisme de l'humilité sans cultiver l'humilité. Alors, tu as peur de parler? Non. Ah oui, tu as peur, parle donc. Ben, j'ai pas peur de parler, puis j'ai pas peur de ne pas parler. Donc, je suis responsable, je comprends les mécanismes de l'humilité. Alors, je ne vois pas d'intelligence à le faire, je le fais pas. Et ce n'est pas parce que je vais paraître quoi que ce soit, je suis humble, réellement, et non pas par cultivage.
Et lorsqu'une personne arrive à être paresseux au niveau de l'ego, donc elle croit qu'elle est désénergisée, cette personne va se faire piler sur les pieds sans jamais réagir. Cette personne va se faire fermer les portes sans jamais réagir. Cette personne-là a un ego qui s'exprime à l'intérieur au lieu de s'exprimer à l'extérieur. Donc, ça ne paraît pas qu'elle a de l'orgueil. Et lorsque une personne, la majorité des humains, observe ce qui se passe chez autrui comme miroir pour voir ce qu'ils ont chez eux, lorsque mon orgueil n'est pas exprimé, je ne vois pas que j'ai de l'orgueil et je crois que je n'ai pas d'orgueil. Il suffit simplement qu'une personne vienne placer les aiguilles à la bonne place. Un bon acupuncteur psychologique peut facilement voir si une personne a de l'orgueil ou si une personne a de l'humilité. Et il y a une bonne différence entre l'une et l'autre. Lorsque l'homme n'a plus de culpabilité, quelles sont les prochaines étapes pour son évolution? Lorsque l'homme ne se sent plus coupable, il ne doit pas ne pas se sentir coupable parce qu'il a développé en lui un mécanisme anti-culpabilité. C'est-à-dire que lorsque l'homme devient arrogant par rapport à lui-même, lorsque l'homme devient supérieur à son infériorité, lorsque l'homme tient à être supérieur pour ne pas voir qu'il est inférieur, bref, lorsque l'homme est coupable mais qu'il lutte contre la culpabilité, l'homme est coupable. Et ça, c'est un gros danger parce qu'à un moment donné, moi, je me sens pas coupable, je peux faire ce que ça me tente, puis c'est de mes affaires. Non, la personne, elle se prouve qu'elle ne se sent pas coupable. Donc, dans le fin fond, il y a la culpabilité et elle essaie d'exprimer dans son miroir, chez autrui, pour pouvoir voir qu'elle est forte. Et ça, c'est le problème de la majorité des faibles qui, pour ne pas se voir faibles, se battent, crient, vont sacrer, vont exprimer des mécanismes pour se convaincre qu'ils ont la puissance. Lorsqu'une personne ne se sent pas coupable, réellement pas coupable, cela ne la dérange pas d'avoir manqué son coup, qu'est-ce qu'elle fait? Alors, automatiquement, si réellement elle n'est pas coupable, mais je parle d'une culpabilité disparue en même temps que l'orgueil, c'est-à-dire une vraie absence de culpabilité, et non pas une personne qui se croit tout permis et qui ne se sent pas coupable de faire des choses, mais elle doit par contre continuer à en faire pour être sûre de jamais voir qu'elle se sent coupable. OK? Il y a une bonne différence entre celui qui n'a plus de culpabilité et qui n'a pas besoin de prouver qu'il ne se sent pas coupable, parce que celui-là en a. Lorsqu'une personne n'a plus de culpabilité, elle approche de l'être T du Verseau, de l'être conséquentiel. Elle approche de l'état d'expression d'un être humain debout. Parce que l'être humain qui se sent coupable est un être humain qui est aplati par le poids de sa culpabilité. C'est un être rampant. Lorsque l'être du Verseau, lorsque l'homme, lorsque la femme, lorsque l'enfant ne sent plus de culpabilité, il est apte à pouvoir comprendre. C'est-à-dire que l'orgueil ne viendra pas s'interposer entre une explication donnée par un instructeur ou donnée par la vie. Il pourra comprendre. Je ne me sens pas coupable, mais ce que j'ai fait n'est pas correct. Qu'est-ce que c'est? Comment pouvons-nous diagnostiquer que nous avons accompli une œuvre non correcte? Parlons du péché, par exemple. Qu'est-ce qui fait qu'on est dans le péché? Je prends le mot péché pour me dépêcher. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on a accompli une action qui n'est pas correcte? Qu'est-ce que c'est pas correct? Eh bien, pas correct, cela ne doit pas être relié à la morale de la société. Pas correct, cela ne doit pas être relié à la morale de la religiosité, de la religion. Pas correct, ce n'est pas moral. C'est pas moral. Lorsque vous faites quelque chose qui n'est pas correct, c'est vous qui devez déterminer que ce n'est pas correct. Et non pas à partir de votre éducation, parce que là, ce n'est pas vous qui le déterminez, c'est nous qui vous avons enseigné comment le déterminer. Lorsque l'homme fait quelque chose qui détruit, on a parlé d'écologie la semaine dernière et on en parle de ces derniers temps, disons depuis quelques semaines. Lorsque vous faites quelque chose qui détruit un écosystème psychologique, un écosystème matériel, un écosystème religieux, un écosystème sociétaire, lorsque vous agressez inconséquentiellement, sans prévoir, sans vouloir améliorer un cadre particulier, vous êtes dans le péché. On va prendre le terme religieux. Vous avez mal agi. Une personne vient vous voir, vous demandez quelque chose, vous retournez et vous l'envoyez promener. Si vous avez détruit ou agressé son écosystème psychologique, ce qui la garde en harmonie,
vous avez comme tel commis un acte qui n'est pas correct. Si c'est pour améliorer son écosystème, c'est le rôle de l'instructeur ou de l'éducateur. Si c'est pour améliorer le système, cela va prendre un court laps de temps avant que la personne retrouve son harmonie. Donc, on a bien agi, à la condition que l'harmonie soit supérieure. Donc, le péché, ce n'est pas une question de moralité, même si la moralité, normalement, régit l'écologie. Alors, on ne dira pas des bêtises à quelqu'un. On va dire vous à une personne qu'on ne connaît pas, de peur de brimer son écosystème psychologique. Mais si vous le faites vous-même, vous faites des actions, par exemple, qui sont X, elles sont bonnes ou mauvaises selon le résultat. Et lorsque l'homme n'a plus de culpabilité, il est capable de voir un peu plus l'action de son action dans l'extérieur, dans l'écosystème dans lequel lui évolue. Lorsqu'un gouvernement, par exemple, décide de taxer ou d'imposer certaines choses et que les choses imposées vont aider la collectivité, il a bien agi. C'est écologique. Mais si son action fait que la population va laisser tomber ce nouveau produit pour le prendre ailleurs, par exemple, alors automatiquement, il détruit. Il n'améliore pas l'écosystème, disons, monétaire, il le détruit. Alors, ce qui fait que lorsque l'homme agit mal, s'il ne se sent pas coupable, parce qu'on ne doit pas se sentir coupable, lorsque notre patron fait quelque chose de con, on lui dit, si on peut lui dire, ça dépend de son orgueil. Parce que si on lui dit qu'il est orgueilleux, il va se sentir coupable. Pour pas se sentir coupable, il va te prouver que c'est de ta faute. Bon, on va te mettre dehors. Bon. Alors, ce qui arrive, c'est que si cela est faisable, on le dit. Mais on s'arrange pas pour qu'il se sente coupable, pour pas qu'il endorme. Lorsque la personne qui n'a plus de culpabilité et qui n'a plus d'orgueil, la personne humble, découvre qu'elle a mal agi, donc cela n'était pas écologique, ce n'était pas le temps, elle va simplement voir à réparer ce qu'elle a fait, si elle peut le faire, si ce n'est pas déjà réparé, et elle essaiera les prochaines fois d'agir d'une façon écologique. Soit dit en passant, chaque fois qu'on agit d'une façon écologique, on aide le milieu dans lequel on vit, ce qui automatiquement nous aide. On appelle ça un karma positif. Et lorsqu'on détruit, lorsqu'on atteint l'écosystème dans lequel on vit, cela nous nuit. Et c'est aussi le karma négatif. Donc, la personne qui n'a plus de culpabilité, mais qui peut s'observer lucidement, elle ne doit pas avoir d'orgueil non plus, sinon elle aura de la culpabilité. Cette personne-là pourra simplement devenir écologique. Donc, elle sera conséquentielle, et c'est l'apanage de ceux qui auront le pouvoir dans l'avenir des êtres du Verseau. Quand une personne blasphème, je les nommerai pas toutes là, ici, là, est-ce la morale ou vibratoire, le fait que ça nous dérange? Bon, lorsqu'une personne blasphème, sacre, tabarnak, calice, Wishiga, c'est un sacrage, mais d'une autre religion. Bon, lorsqu'une personne blasphème et que ça nous dérange, est-ce que c'est vibratoire ou si c'est le fait que notre morale, notre éducation fait que ça doit nous déranger? Parce que de temps en temps, on éduque en disant à une personne, si tu entends telle chose, il faut que ça te dérange, sinon t'es pas correct. Bon. Fait que à un moment donné, tu entends quelqu'un qui pète à côté de toi dans un métro, c'est pas correct. Bon. Parler la bouche pleine, c'est pas correct. Puis il y a un paquet de phénomènes qu'on enseigne. Alors, est-ce que quand quelqu'un sac, est-ce que c'est vibratoire ce qu'on sent, ou si c'est parce que cela atteint notre intégrité morale? Une bonne question. C'est les deux. Pas de bonne réponse, par exemple? Lorsqu'une personne sacre, c'est qu'elle essaie de s'opposer. Donc, elle émet en vibration une lutte. Elle essaie d'exprimer, elle essaie de contrôler. C'est-à-dire que lorsqu'une personne sacre, c'est qu'elle a un gros défaut mental, c'est une expression totalement psychologique. Et j'ai déjà dit en conférence que la tonalité, le ton, était facilement manipulable par l'émotion, mais que la parole appartenait au mental. Et lorsque le mental est assujetti à l'émotion, lorsque l'intellect est assujetti à l'émotion, on peut donner des bêtises à quelqu'un. Mais lorsque l'émotion veut s'exprimer en faisant fi de l'énergie mentale, alors on va dire, hier, j'ai vu une crise de belle partie de baseball. Parce qu'on n'est pas capable, on ne veut pas mettre l'énergie mentale suffisante pour bien définir. Et on laisse à l'autre le soin de définir ce qu'on veut dire. Alors c'était crissement laid,
c'était crissement beau, ça veut automatiquement dire beaucoup. Ben laid, ben beau. Ou encore, comment ça va? Tabarnak, dérange-moi pas. Ben ça exprime tout. Pourquoi? Parce qu'il y a le terme, il y a la vibration dans le sacre, qui, évidemment, est attirée par la personne morale. C'est-à-dire que toi, si tu sais qu'on ne doit pas sacrer, et si tu as l'habitude d'entendre ces mots-là avec une intonation astrale très énergétique, un astral bas, dans ce qui est dit, automatiquement, cette énergie t'influence et elle te manipule. Beaucoup plus que le mot. Le mot va te manipuler dépendant de ton cadre moral. Mais quelqu'un qui dit « Ah, tabarnak, ça fait mal! » Ben, ça insulte pas personne. Alors, par contre, si on a une personne qui est extrêmement à point tiré dans la religion, par exemple, qui refuse ce genre de prononciation, même ce que je viens de dire là l'aurait frustré. Ça peut être moral, c'est surtout vibratoire. Surtout vibratoire. Quand tu disais qu'il y a tout dans le sac, là, est-ce que c'est parce qu'il puise l'énergie dans l'agrégore religieux du mot qu'il prononce? Non, c'est simplement parce qu'il émet par là de l'émotion qui n'est pas coordonnée par le mental, et plus l'être humain va évoluer, plus l'être humain va être sensible aux émotions émises hors contrôle du mental. C'est-à-dire que la personne ne se donne pas la peine, comme ceux qui mettent un sac entre chaque mot, ne se donne pas la peine de raffiner sa parole. Donc, une personne évidemment qui est paresseuse, c'est une personne qui se sert de l'énergie du sac, c'est-à-dire qu'elle met dans ces mots-là, avec l'aide de la morale, elle met dans ces mots-là une énergie, comment on pourrait dire, une énergie de paresseux, mais c'est totalement anti-involution. Pas parce que tu frustres le bon Dieu, parce que l'homme a décidé qu'il appelait tel genre de récipient tabernacle, parce que l'homme a décidé que le Christ, c'est une énergie messianique, donc c'est une énergie qui est venue habiter, à un moment donné, un être humain, Joshua ben Joseph, Jésus, et puis, parce que l'homme, simplement, pense que le fait de prononcer certains mots, et c'est vrai, dans des situations qui ne sont pas propres à ça, les mots du culte, par exemple, dans des situations normales, ce n'est pas correct. Et créant un égrégore dans l'astral, c'est-à-dire que luttant contre ce sacrilège verbial, on finit par avoir des personnes qui vont lutter contre la religion, prouver qu'ils sont supérieurs, mais non pas en le prouvant par la gestuelle, en le prouvant simplement par la frustration de la moralité religieuse. Et à un moment donné, on crée un égrégore extrêmement bas, qui est vibratoire et qui vient perturber, disons, la haute astrale ou la haute spiritualité. Et chaque personne a présentement, dans son taux vibratoire, un taux matériel, physique, vital, la vie. Elle a un taux émotif, psychologique, donc astral. Et dans ce taux, il y a la spiritualité, la morale, la philosophie. On descend jusqu'à l'émotion, la jalousie, puis toutes les affaires de l'astral bas. Et lorsque moi, j'emploie certains mots, comme les sacres, j'émets dans cette énergie tout ce qui est le plus bas chez moi. Et évidemment, ça te perturbe parce que toi, tu as été éduqué dans le même cadre que moi, ce qui fait que cette énergie vient automatiquement te toucher. C'est énergétique. Exactement comme si quelqu'un approche de vous, par exemple, et veut, je sais pas quoi, moi, laver vos vitres d'auto. Et puis vous dites à la personne, non, lave-les pas, je veux pas. Elle met son balai dessus. Tabarnak, qu'est-ce que je t'ai dit? À l'autre, son balai. Par contre, tu pourrais prendre des mots tout à fait français qui expliquent ce que tu veux dire, mettre la même énergie de contrôle dedans, puis elle le fera pas à la personne. Mais l'homme préfère prendre tout de suite le bâton. C'est-à-dire une énergie astrale extrêmement basse qui rabaisse son taux vibratoire parce qu'elle l'emploie pour agir émotivement, expliquer ce qu'elle veut. En réalité, on devrait apprendre à contrôler la parole pour dire ce que l'on veut dire et non pas laisser à l'autre le soin de deviner simplement le ton. Parce que tabarnak veut rien dire, mais le ton, l'énergie qui sort avec ce mot-là vient simplement agresser. Donc, vu qu'on agresse, tu crois. Et si je dis tabarnak, c'est beau, on voit encore, mais ça serait beaucoup mieux de dire, il y a tellement de termes, je pourrais en sortir un paquet, pour définir quelque chose qui est beau. Jusqu'au silence. Alors, l'homme essaie surtout d'employer la facilité qui le rabaisse en vibration, quel que soit le blasphème. Et c'est pas parce que c'est religieux, c'est parce que ça attire des énergies égrégoriennes de l'astral qui sont extrêmement basses. Et lorsque l'homme les emploie, il se rabaisse en vibration. Sauf lorsque l'homme emploie le même mot dans un cadre différent.
Alors, si tu dis « le Christ est venu », tu fais appel à un égrégore hautement spirituel qui t'énergise. Là, s'il n'est pas venu, ben là, tu fais appel à un autre égrégore pour exprimer que le fait que ton chum n'est pas là. Mental peut créer le réceptacle énergétique nécessaire, l'agrégore, qui éventuellement arrivera. Donc, est-il faux de dire qu'il faut donc vouloir? Tu dis que la volonté de l'homme n'est rien. Bon, la volonté de l'homme, elle est énorme. La volonté de l'ego de l'homme n'est pas en accord avec le plan de l'homme, avec les plans divins, disons. Alors, la volonté de l'homme, elle est puissante. L'homme a de la volonté. Mais par contre, cette volonté de l'homme est mélangée, colorée, déformée par la volonté de l'émotion chez l'homme. Lorsque l'homme veut exprimer une volonté parce qu'il a peur, c'est une volonté reliée, contrôlée par l'émotion. Lorsque l'homme veut exprimer une volonté parce que c'est intelligent, c'est bien différent. Lorsque on a un écran mental et que l'on est capable de créer un égrégore pour, par exemple, avoir, on appelle ça de la projection. Alors, je veux gagner à la loterie. Une fois par soir, je pense, je fais un écran mental et je me vois recevant un chèque, par exemple, avec un grand montant. Et je fébrile dans mon rêve et tout ça. Et à un moment donné, je peux effectivement suffisamment énergiser cet égrégore. Je crée. C'est le pouvoir de l'homme de créer pour que celui-ci vienne dans la matière. Le gros problème, c'est que la majorité de ceux qui projettent, le temps que cela prend avant que la projection arrive, ils ont changé d'idée, ou ils ont changé de cadre professionnel, ou ils ont changé de goût. Vu que c'est relié à l'émotion et que votre émotivité, votre apprentissage émotif change régulièrement, quotidiennement, plus souvent qu'autrement, ce qu'on a projeté est recoloré par nos changements. Alors, je veux une petite auto bleue, je veux une moyenne auto bleue, je veux une grosse auto bleue, je veux une grosse auto jaune. À un moment donné, tu arrives avec une scrap qui est verte. Bon. Alors, c'est exactement ce que l'homme a projeté, sauf que mélangé avec son avancement dans le temps, parce que l'homme change, et l'homme n'a pas suffisamment de contrôle, l'homme sait comment l'énergiser, non pas comment l'employer. Le temps que cela prend, l'homme n'a pas nécessairement le résultat. Si l'homme reste bien précis dans ce qu'il demande, il risque d'avoir le résultat. Mais ce résultat, est-ce qu'il est écologique? C'est-à-dire, est-ce que l'homme devait l'avoir? L'homme doit apprendre à ramasser l'argent, à travailler, à gérer son argent, parce qu'à un moment donné, il se verra faire un gros poste. C'est prévu, mais c'est dans 30 ans. Mais l'homme gagne à la loterie parce que l'homme a projeté. L'homme a l'argent, l'homme n'apprendra jamais ce qu'il doit apprendre. L'homme va apprendre à le dépenser. Il peut apprendre à la mettre en banque, à dépenser juste ses intérêts. Mais le poste qu'il avait, il ne l'aura jamais. Et si à un moment donné, l'homme perd son argent, il aurait été plus riche, mais il aurait été stable, et cela aurait été utile à son évolution. Mais l'homme qui a projeté, parce que regardons bien, on ne sait pas ceci. Disons que plusieurs personnes, peut-être, disons qui sont peut-être nouveaux un peu plus dans l'ésotérisme, mais on a eu, dans l'Antiquité, je vous fais une petite chose bien rapide, vous pouvez croire ou ne pas croire, cela n'a aucune importance, cela peut expliquer certaines choses. On a eu, sur un certain continent qui s'appelait la Lémurie, un être humain qui devait se marier à un moment donné avec une race extraplanétaire, une race qui s'appelait la race adamique. Et on avait, pour contrôler ces personnes, des forces géoviques, on avait aussi un certain phénomène qui s'appelait Lucifer, et lui aussi a projeté. C'est-à-dire que cet ange, Lucifer, cet être de lumière, voulant l'évolution de l'homme, voulant l'amélioration, l'avancement, a projeté. Et projetant, il a voulu devancer le plan des énergies supérieures. On appelle ça le plan de Dieu dans la religion. Et pour mieux faire, pour faire mieux que Dieu, donc il a voulu précipiter le mariage entre la race adamique et la race humaine. La race humaine avait une corporalité suffisante pour avoir de l'émotion, l'amour psychologique, mais il n'avait pas un cortex cérébral, un cerveau suffisamment avancé à l'époque pour recevoir l'intelligence de la race adamique en même temps. Donc, ces deux races vivaient côte à côte, se mélangeant et s'éduquant énergétiquement, la race violette, la race adamique, énergisant la race humaine. À un moment donné, par projection, on a réussi à vouloir faire mieux, faire plus vite, et on a eu le mariage, disons, la connaissance, le rapport sexuel entre la race humaine et la race adamique. L'homme a eu la connaissance.
Mais ayant cette connaissance ne peut servir qu'à sa psychologie, qui est devenue de l'orgueil, qui est devenue des désirs, des vouloirs et tout ça, parce que l'homme n'avait pas l'intégrité physique suffisamment évoluée, l'homme n'avait pas de cerveau suffisamment parfait pour recevoir par la génétique, les enfants qui sont nés, en même temps l'intelligence de la race adamique. Alors donc, on a eu un paquet de problèmes, disons, écologiques depuis ce moment-là, et on a nos êtres de lumière qui continuent à essayer d'aider l'humanité, et les êtres qui obscurcissent, les êtres géoviques surtout, qui tendent, disons, à camoufler un peu pour donner à l'homme ce que l'homme peut recevoir. Tandis qu'on a nos êtres de lumière qui tiennent à ouvrir les yeux de l'homme. Et comme j'ai déjà dit en conférence, lorsque le soleil vous frappe en plein visage, vous mettez des lunettes soleil, sinon avec votre auto, vous prenez le champ. Alors, les êtres de lumière ont ceci de dangereux, c'est qu'ils, justement, ils aveuglent l'homme. Et la majorité des êtres de lumière sont présentement changés de bord, disons, c'est-à-dire que présentement, ils voient l'intelligence de l'obscurcissement de la vision humaine. Et c'est normal. L'homme se prépare de plus en plus à cette initiation solaire. Donc, par projection, on a créé des problèmes. Je projette, moi, que je veux que mon fils gagne sa partie de hockey. Il apprendra jamais rien. Je projette que je veux avoir n'importe quoi. Si l'homme projette, l'homme crée. Mais est-ce que c'est écologique? C'est-à-dire, est-ce que karmiquement, cela va bien aller avec son vécu à lui? Je projette de rencontrer telle femme ou tel homme. Tout ce que l'homme peut projeter, de temps en temps, cela peut servir l'homme. C'est-à-dire que lorsque l'homme voit réellement l'intelligence de ce qu'il fait, il peut peut-être projeter pour essayer de la voir. Mais à ce moment-là, l'homme ne fait que projeter ce qui va arriver. Autrement dit, l'homme entrevoit l'avenir, il le projette et il croit que c'est lui qui le crée. Mais qu'il l'ait projeté ou non, cela serait arrivé. Et de l'autre façon, l'homme projette, et par la projection, il peut voir l'accomplissement matériel de sa projection, mais il ne saura pas, il peut en souffrir suffisamment longtemps, il ne pourra pas voir si cela était écologique par rapport à son plan d'évolution. C'est dangereux, la projection. Les entités supérieures vibratoires non physiques peuvent-elles créer dans la matière sans l'intermédiaire de l'homme, comme l'homme crée dans la matière? Bon, n'importe quelle entité supérieure à l'énergie vitale peut créer dans la matière instantanément à la condition qu'il ne soit pas assujetti à un égrégore psychologique de désir. Autrement dit, l'homme peut le faire, mais l'homme est trop orgueilleux pour pouvoir arriver à le faire. Son émotion s'exprime tellement lorsque l'homme crée qu'il canalise l'énergie vitale pour nourrir son émotion, donc il n'a plus de support. Il doit donc partir de la matière pour créer dans la matière. N'importe quelle énergie supérieure, comme une énergie morte, par exemple, prenons simplement le monde des morts, une énergie qui est inférieure à l'homme, mais qui est supérieure au plan vital, un mort, peut, si l'homme le permet, canaliser suffisamment d'énergie vitale pour créer l'ectoplasme, dans lequel va apparaître la forme. Maintenant, l'ectoplasme pourrait aussi prendre la forme d'un verre, mais il prend souvent la forme du mort qui tient à s'exprimer dans la matière. N'importe quelle énergie supérieure peut faire apparaître, ce qui arrive souvent, des ovnis, des objets volants non identifiés, des objets flottants non identifiés, on a plusieurs aussi. Plusieurs mécanismes peuvent apparaître dans la matière et être totalement matériels sans qu'elles aient eu de naissance comme on la connaît. C'est-à-dire que ce n'est pas nécessairement une transformation de la matière. C'est simplement une matérialisation d'énergie vitale qui, à un moment donné, disons que ce serait... On peut expliquer longtemps ce mécanisme. Il faut connaître un peu de base ce qu'est l'énergie vitale, qui est une énergie agglomérante, une énergie qui donne la forme. Lorsque l'énergie vitale quitte votre corps perd sa forme. On appelle ça la mort. Lorsque l'énergie vitale quitte une pomme, la pomme pourrit. La forme disparaît. Et donc, on a des énergies vitales de différents niveaux d'évolution. Et l'énergie vitale, elle ne fait que donner la forme. Elle est mémorielle. Et cette forme... Cette énergie vitale agglomère à elle d'autres formes d'énergie qui vont donner la matière. Si il va agglomérer simplement les molécules, la matière qui est en relation vibratoire avec la forme mémorielle. Donc, il suffit simplement, très simple d'ailleurs, d'agglomérer suffisamment d'énergie vitale pour que automatiquement la matière apparaisse. On a un autre petit test chinois ici, qui était Li Xiu Long. On y en a encore qui veulent me tester, hein. Bon, j'ai déjà répondu une fois à une question pour vérifier, quelqu'un voulait vérifier certaines choses, mais je peux pas répondre continuellement à des questions dans le genre. Qui était Li Xiu Long? C'est Bruce Lee.
Si tu avais le pouvoir politique de diriger une province, un pays, dans quel sens orienterais-tu ce pouvoir et par ce pouvoir pourrais-tu énergiser la population et hausser leur état vibratoire? Si tu avais le pouvoir politique, si j'avais le pouvoir politique, parce que ça serait intelligent. De diriger une province, un pays, dans quel sens orienterais-tu ce pouvoir? Je n'orienterais pas, c'est-à-dire que j'exprimerais le pouvoir par l'intermédiaire de la politique pour orienter la population, évidemment, vers une conscientisation. Ce ne serait pas ni religieux, ni spirituel, ni ésotérique, étant donné que la population, en général, n'est pas tous spirituels, ésotériques, morales, etc. Par contre, présentement, je ne peux pas diriger, étant donné que la population n'est pas prête à être dirigée par moi. Et à un moment donné, on ne sait pas, mais pour l'instant, ça n'est pas le cas. Et par ce pouvoir, pourrais-tu énergiser la population et hausser leur état vibratoire? Présentement, dans quelques 20 ou 30 ans, la population du moins du Québec et d'une partie du Canada va être suffisamment intelligente pour pouvoir se placer un gouvernement qui pourra être intelligent. C'est extrêmement, on peut tellement, c'est la politique, vous savez que c'est immense, mais juste le fait moi, premièrement, la chose qui devrait être faite, que je vais ou qui je ne ferai pas, mais qui va se faire de toute manière, c'est que la population va, à un moment donné, devoir tout voir le phénomène politique, le phénomène éducationnel, sous un angle beaucoup plus authentique. C'est-à-dire qu'on ne verra plus la politique comme étant une course à l'Olympia. On ne verra plus non plus la politique ou tous nos problèmes financiers comme étant... Enfin, il y a tellement de problèmes présentement qui sont là, simplement pour enseigner à l'homme de bouger, de changer de place pour avoir un autre point de vue. Et le premier gouvernement qui, à un moment donné, va obliger la population à changer de point de vue, donc un gouvernement qui va voir lui-même, évidemment, autrement ce qui se passe au niveau de sa société, va pouvoir commencer à énergiser, c'est-à-dire à obliger la masse populaire à bouger. Le problème, c'est que la masse populaire, un individu dans une masse est moins qu'un individu. Et on a toujours, présentement, on fonctionne comme ceci. On est soit un groupe de lions dirigé par un mouton, ce qui n'est pas dangereux pantoute, ou on est un groupe de moutons dirigés par un lion. Ça, c'est dangereux maudit. Alors, on a des populations qui sont des lions, peuvent faire de quoi? Et ceux qui les dirigent ont des moutons. On a d'autres populations qui sont extrêmement pacifiques malgré qu'on les déteste. Ce sont des moutons, mais sont dirigés par des lions. Alors, ce qui fait qu'il y a des dangers. Au niveau de la politique même, au niveau d'éducation, de toute façon, je pense que j'en parle suffisamment de l'éducation et de comment cela devrait être fait. On a même eu une conférence sur l'éducation dans l'ère du Verseau. Pour diriger convenablement, un gouvernement se doit de continuer à entretenir les situations qui nécessitent sa présence au pouvoir. C'est le rôle d'un gouvernement, entre autres, dans la politique actuelle. Le gouvernement qui est en place essaie d'entretenir les situations nécessitant sa présence. Alors, c'est fendant, mais c'est pour ça que la politique fonctionne de même présentement. Alors, il n'y a aucun gouvernement qui va essayer de régler les problèmes pour qu'on ne le vote plus après, parce qu'on a d'autres problèmes, pour on en place un autre. Un gouvernement règle des problèmes, mais essaie de nourrir l'état politique qui oblige la population à voter pour lui. Et c'est toujours comme ça qu'on fonctionne. Alors, il y a bien des choses qui devraient changer. C'est évident. J'ai déjà aussi expliqué que la politique, elle est bonne. Présentement, la politique est régie par les forces noires de l'évolution, c'est-à-dire que la diplomatie, c'est présentement le plus gros frein à l'évolution, parce que la diplomatie est le porte-parole de l'ignorance. Lorsque vous avez une idée géniale que tout le monde ne comprend pas, ben voilà votre idée sous le camp. Parce qu'on vote, c'est la diplomatie. Alors, ce qui fait qu'un gouvernement intelligent devrait presque être dictatorial ou devrait attendre que le peuple devienne intelligent. Et c'est plus intelligent d'attendre. Qu'est-ce qui fait qu'une personne normale dans son évolution a un pouvoir particulier et d'autres personnes n'en ont pas? Bon, qu'est-ce qui fait qu'un tel a le pouvoir de parler avec les morts? C'est peut-être parce qu'il est déjà à moitié mort. Qu'est-ce qui fait qu'un autre a le pouvoir de faire bouger des objets à distance? Qu'est-ce qui fait qu'un autre a le pouvoir de guérir? Qu'est-ce qui fait qu'il y en a un qui est voyant? Qu'est-ce qui fait qu'un autre trouve des choses cachées? Qu'est-ce qui fait qu'un autre s'entend bien avec les animaux? C'est simple. Tout est simple. Quand on comprend? Qu'est-ce qui fait? C'est simplement ceci.
c'est que vous avez un don. Mais c'est pas vrai. La personne qui a des pouvoirs, la personne qui a une facilité, par exemple, avec les animaux, la personne qui est voyant, c'est une personne qui, en naissant, elle avait génétiquement un rassemblement de possibilités humaines que tous les humains ont, mais elle avait une de ces possibilités-là en caractère dominant. C'est-à-dire que vous êtes tous voyants, mais en même temps, vous êtes tous aveugles. Et à un moment donné, un enfant va naître, non pas aveugle et voyant, mais juste voyant. Donc, il est voyant. Un autre naît avec des capacités physiques, par exemple, son système endocrinien vibre à un certain niveau, ce qui est en relation avec les centres d'énergie, les carrefours d'énergie, les chakras, et ce qui régit sa coordination vitale. Donc, cette personne-là, lorsqu'elle s'approche d'un animal, elle le calme automatiquement. Mais c'est physique. Alors, qu'est-ce qui fait qu'une personne à la naissance ou une personne développe cela comme ça, on ne sait pas trop. C'est pas Dieu qui vient la bénir, parce qu'on remarquera que ce ne sont pas les meilleurs de la planète qui ont nécessairement des dons. Ce ne sont pas les plus pires, mais ce n'est pas les meilleurs nécessairement. Alors, c'est simplement des facultés biologiques normales. On ne se demande pas comment ça se fait qu'un tel peut courir plus vite qu'un cheval, qu'un tel autre saute à la perche à des hauteurs incroyables, qu'un autre puisse nager plus vite que tout le monde. Mais on se demande comment ça se fait qu'un tel a le don de voir l'avenir, disons, ou un don de calmer les animaux. Par contre, on a un médecin qui, lui, a le don de diagnostiquer immédiatement les maladies. Mais c'est pas un don, ça. Il est payé pour le faire. Alors, ce qui fait que tout le monde a des facultés différentes, et à un moment donné, l'homme s'évertue surtout à essayer de voir la faculté qui a l'air la plus plaisante. À un moment donné, le médecin qui peut diagnostiquer, c'est extraordinaire. Mais vu qu'on a plein de médecins, plein de machines, on le voit plus. Une personne qui pouvait courir plus vite qu'un cheval, parce qu'on en a eu ici au Québec même, c'était extraordinaire. Mais aujourd'hui, aux Olympiques, tout le monde le fait. Fait que personne n'a le don. Alors, tout le monde a des facultés différentes qui sont données par son intégrité physique, par son corps physique. Alors, certains ont les neurones connectés de telle manière, et il émet en vibration différentes choses, où il peut capter différentes énergies. Et ce n'est pas un don. Par contre, c'est cultivable chez chacun de nous. Mais ça ne doit pas être cultivé parce que ce sont des symptômes de l'évolution qui n'entraînent pas l'évolution. Et on doit surtout travailler sur nous. Et c'est extrêmement plate parce que la majorité du monde a besoin de diplômes comme quoi ils évoluent. Hein? Dans les arts martiaux, on a des ceintures jaune, orange, verte, bleu, marron, noir. Pas fournir la blanche quand vous achetez le kimono. L'homme a besoin de ceinture parce que l'homme ne peut pas se rendre compte qu'il s'améliore. Au début, au Japon, on avait la ceinture blanche, 10 ans ou 5 ans, la ceinture marron, tu es prêt à avoir ta noire, et ta ceinture noire. Tu connaissais toutes les techniques de base. Noir, c'était pas meilleur, t'es plus connaissant. De noir, tu avais premier dan, deuxième dan, troisième dan, jusqu'à 10. Là, tu perfectionnais l'art. Et rendu ceinture noire, 10e dan, tu portais une ceinture blanche large. Tu recommençais à zéro. Mais quand c'est arrivé ici, Hiroshi a amené ça en Europe, ça n'a pas fonctionné parce que la personne arrivait, puis au bout, elle payait, et au bout de 6 mois, elle était toujours blanche. Au bout d'un an, elle était toujours blanche. Le monde laissait tomber. Alors Kawashi s'est dit, parfait, on va les illusionner. Au bout de 6 mois, t'es ceinture jaune. Ah, ça rien aussi que je me transformais. Au bout d'un an, t'es ceinture orange. Au bout de 2 ans, t'es ceinture verte. Au bout de 3 ans, t'es marron. Et à un moment, t'es bleu. Au bout de 4 ans, t'es marron. Et là, ben, t'es la même chose que celui qui était blanc 4 ans de temps. Sauf que toi, tu penses que tu t'es amélioré, puis sinon, tu n'étais pas assez énergisé pour savoir que toi-même tu évoluais. Alors, l'homme recherche les symptômes de l'évolution parce qu'il croit que quand il peut voir, enfin, le verre bouge. Bon, j'évolue. Mais non, on n'a pas besoin justement de diplôme pour vous dire que vous évoluez. C'est vous qui devez voir l'efficacité de votre transformation, mais pas dans le contrôle d'un mécanisme. Parce que vous passez votre vie à essayer de faire de la télékinésie ou de magnétiser. Alors, c'est beaucoup plus rapide de prendre le verre et de boire ou de suivre des cours de médecine. Et à un moment donné, dans notre vécu, si on finit par améliorer nos vibrations, on va découvrir tout d'un coup que la matière nous obéit. On ne l'aura pas recherché. Il faut que nous, on s'obéisse bien avant de commencer à penser à contrôler la matière. Alors donc, ces dons, on ne les recherche pas. Certaines personnes, de par leur naissance, ont des facultés plus avancées, mais elles ne sont pas nécessairement plus évoluées. Hein? Certains éternuent faiblement, d'autres éternuent plus fort. Ils ne sont pas plus évolués. C'est la même chose pour tous ces mécanismes, disons, de dons.
Peux-tu nous expliquer c'est quoi une raison intelligente? Alors ça, c'est une question intelligente, quoi. Une raison intelligente, c'est simplement lorsque c'est évident. Mais lorsque c'est évident, parce que nous sommes capables de voir tous les effets de ce que nous allons faire. Si nous sommes capables de voir les effets de ce que nous allons faire, et que ces effets sont en harmonie avec ce que nous voulons faire, nous avons sans doute une raison intelligente de le faire. Mais là, c'est comme jouer aux échecs. J'avance ma tour là. Ça va faire que lui va devoir bouger son pion devant sa reine, sinon je mange sa reine. Ça va faire aussi que lui devra tasser son cavalier ou protéger son cavalier. Parfait. Mais ça va faire aussi qu'en avançant ma tour là, le trou que je laisse, il va faire quelque chose. Lorsque l'homme voit simplement, j'achète mon auto, c'est une raison intelligente, j'aurais pu m'ennuyer, moi pouvoir sortir, moi pouvoir sortir ma blonde, moi pouvoir sortir mon chum, moi pouvoir rouler vite sur les autoroutes, mais avoir l'impression de liberté, c'est une raison intelligente. Non. Parce que faut que tu vois tout l'ensemble. Ça va te coûter plus cher, vu que tu vas sortir plus souvent, ça va te coûter plus cher, ton essence à te payer, ça va te coûter plus cher, il faut des assurances, chauffer trop vite, ça peut te coûter plus cher aussi, la police veut pas. Conduire ta blonde, ça l'aime pas ton char, t'as l'air faim. Si t'as un accident 2 semaines après, ton ego mange une claque, t'es malheureux, tu vas souffrir. Avoir une raison intelligente, c'est lorsque tous les mécanismes font en sorte que ça peut pas manquer. Alors moi, je vais par exemple, j'écris une chanson et je vais la porter à Claude Dubois. Et si lui la chante, je suis content. Je suis pas sûr qu'elle est bonne. Si elle chante pas, je suis content avec. J'ai une raison intelligente de l'y apporter, je risque absolument rien. Mais par contre, si elle chante pas, je vais me sentir coupable. L'homme, il veut pas. L'homme, il va émotivement. Alors, il se dit, non, s'il veut pas, tu sais, il va vouloir, elle est bonne. Mais c'est ça. Ce sont des raisons émotives. Ce ne sont pas des raisons intelligentes. Et à un moment donné, lorsqu'on entend, par exemple, Claude Dubois chanter une chanson, que vous avez composée comme faiseur d'argent, quelque chose dans le genre, et puis ça vous plaît parce que c'est vous qui l'avez composé, ben voilà. C'est intelligent. Tu vas voir pour acheter une auto, mais si le gars veut pas, ça ne te dérange pas pantoute. Si vous faites quelque chose et que ça ne marche pas et cela vient vous transformer, c'était pas une raison intelligente. Comme j'ai déjà expliqué qu'une personne qui était malade, si elle avait une seule raison intelligente de guérir, elle guérirait instantanément. Parce qu'elle serait responsable, elle verrait tout. Et la raison émotive, ben oui, mais je suis tanné, je veux guérir, on va faire le bien, n'importe quoi. Mais c'est des raisons émotives. La personne ne guérira pas par ça. Et le bon moral, le positivisme dans la guérison, il n'a comme fonction que de laisser tomber les barrières qui empêchent l'énergie de guérir. Ça n'accélère jamais une guérison. Par contre, ça élimine les barrières que le négativisme place, que votre orgueil place, ce qui empêche l'énergie de passer. On disait dans l'ésotérisme rosicrucien de l'Antiquité que le médecin pansait la plaie et que Dieu la guérissait. Mais c'est la même chose pour l'homme. Cessez de vouloir rester malade, pensez que vous allez être bien. Pour écarter ce qui vous empêche de guérir, les énergies supérieures, l'énergie vitale va faire le travail. Si vous avez guéri, vous allez guérir. Alors, une raison intelligente, c'est quand on voit clair. C'est quand on a étudié toutes les facettes d'un mécanisme et qu'on se rend compte que tout ce qui va se passer si on fait quelque chose est en accord avec ce qu'on veut faire. C'est une raison intelligente. Alors, avant d'avoir un enfant, il faut avoir une raison intelligente. Avant de faire tout ce qu'il faut faire, il faut avoir une raison intelligente. Sinon, on peut le faire quand même, mais on va apprendre, à un moment donné, ce qu'est l'intelligence et comment avoir des raisons intelligentes. La raison intelligente, c'est simplement voir que ce qui doit être fait, doit être fait. C'est logique, c'est évident. Est-ce que le fait de vouloir faire quelque chose, ce n'est pas le fait qu'on se sent déjà qu'éventuellement cela se fera? Est-ce qu'il ne faut pas essayer dans cette direction ou faut-il ne rien faire? C'est bien. À un moment donné, vous avez un rêve, vous avez un songe, où vous devriez, par exemple, partir à une colonie de vacances. Vous êtes dans l'éducation, vous êtes professeur d'école, vous voyez plusieurs choses, vous avez déjà travaillé dans des colonies de vacances, et vous voyez une colonie absolument extraordinaire. Vous voyez tout au complet, vous pensez que c'est une prémonition. Maintenant que c'est fait, vous pouvez l'oublier.
Si vous essayez de créer ce que vous avez vu, vous n'aurez plus jamais de prémonition. Parce que ici, la question, c'est que est-ce que le fait de vouloir faire quelque chose, ce n'est pas le fait qu'on sent déjà qu'éventuellement ça se fera? Oui. Le fait de désirer quelque chose, quand ce n'est pas pour nous, le fait de vouloir faire quelque chose, c'est souvent pressentir, parce que c'est déjà en création. Mais vous devez attendre que ça arrive pour vous impliquer. Si la personne veut le faire, elle risque de devancer le temps. Et les éléments nécessaires à la création de ce qu'elle a entrevu, n'étant pas présents, elle va manquer son coup. Et un autre va le faire. Elle pourra dire qu'elle s'est fait voler l'idée. Ce n'est pas vrai. L'idée, elle ne se l'est pas fait voler parce que c'était en création. Un autre a été branché sur la même idée et à un moment donné, quelqu'un l'accomplit. Mais on peut, en essayant de faire quelque chose quand ce n'est pas le temps de le faire, détruire complètement ce qui allait se faire. Donc, le fait de vouloir faire quelque chose, c'est souvent pressentir que ça s'en vient. Maintenant, il faut prendre bien attention que lorsque vous n'aurez plus le goût de le faire, et que vous verrez toujours que ce serait bien que ça se fasse, là, c'est peut-être le temps de commencer à le faire. Mais tant que vous allez vouloir le faire, avoir le goût de le faire, non, parce que vous ne pourrez pas voir lucidement si c'est intelligent que ça se fasse, parce que vous allez avoir l'émotion mêlée à votre discernement. Alors, à un moment donné, vous ne voulez plus le faire, puis quand vous y repensez, ça a bien de l'allure. Peut-être le temps de le faire ou de le faire. Est-ce qu'il ne faut pas essayer dans cette direction ou faut-il ne rien faire? Je viens de le dire qu'il faut ne rien faire. Là, on parle évidemment de gros projets, de grosses décisions. C'est sûr que si tu veux simplement savoir si tu respires ou non, ben tu poses pas de question, tu respires. Mais lorsque c'est quelque chose, un gros projet, quelque chose, un mariage, l'enfantement, il y a certaines choses que lorsque on voit toujours l'intelligence de ce qu'on veut faire, mais qu'on n'a plus l'émotion pour nous pousser à le faire, ben là, on commence à avoir une intelligence, une raison intelligente, on commence à être conséquentiel, on est beaucoup plus maître de soi, puis on n'est plus manipulé par nos émotions. Parce que là, ça me tente plus tellement, mais quand je repense à ben de l'allure, ben commence à penser à le faire parce qu'il faut que ça se fasse. Puis, tout va être donné pour que tu le fasses. Tu n'auras pas à souffrir pendant que tu vas le faire. Une question ici sur l'éducation. Si le parent n'a pas de pouvoir envers l'enfant, c'est quoi le rôle du parent, puisqu'il a quand même une certaine influence dans leur éducation et dans leur évolution? Bon, le rôle du parent est donné par la société, parce que le parent n'a pas plus de fonction sur l'enfant que ce que la société lui donne. Vous éduquez vos enfants 1%, puis le reste, ça se fait à l'extérieur tout au long de leur vie. Alors, ce qui fait que même l'éducation du parent n'empêchera pas ce que la société lui donne. Le pouvoir sur l'enfant est inutile parce que le pouvoir sur l'enfant dénote un pouvoir de l'ego qui doit sentir qu'il est maître. Alors, vu qu'il ne peut pas se contrôler, il faut qu'il contrôle l'extérieur. Être éducateur, être instructeur, ce n'est pas être éleveur. Lorsqu'on veut avoir des bons enfants, lorsqu'on a une émotion qu'on essaie de transparaître chez l'enfant, lorsqu'on veut que l'enfant transmette ce qu'on aimerait, enfin, il y a plusieurs mécanismes qui sont appelés éducation par nos sociétés, qui font que ça ne peut pas aller. L'enfant doit vivre ses expériences. C'est évident que tant que l'enfant n'est pas responsable, ne peut répondre et qu'on ne peut pas le rendre responsable, on doit être responsable pour lui. Et ça, c'est la conséquentialité d'avoir des enfants. C'est l'écologie. Si on veut avoir des enfants, il faut en être responsable. Mais il faut les obliger, il faut les éduquer de façon à ce qu'ils deviennent responsables de ce qu'ils font. Donc, on doit éduquer l'enfant de façon à ce qu'il comprenne. Et si l'enfant ne veut pas faire ce que le parent demande, mais que l'enfant est apte à comprendre l'intelligence de ce que le parent demande, on doit s'arranger pour qu'il voie l'intelligence. Et non pas forcer l'enfant à le faire malgré tout. Donc, les parents ne doivent pas avoir de pouvoir sur l'enfant, ils doivent avoir un pouvoir sur eux. Et automatiquement, ils pourront communiquer ce pouvoir de façon à ce que l'enfant en ait un sur lui. Lorsque l'enfant n'a pas de pouvoir sur lui, il est régi par la société, par l'astral collectif de son niveau d'âge. Alors, il peut s'habiller à la mode de ces jeunes-là, il peut faire des fugues, il peut faire tout ce que les jeunes font, parce que personne n'a de pouvoir sur lui autre que l'astral de son âge, de cette génération. Alors, on ne doit pas enseigner l'enfant à respecter le parent, on doit enseigner l'enfant à se respecter lui-même. Et on doit enseigner l'enfant à se contrôler, à avoir un pouvoir sur lui. Et ça, c'est le rôle de l'éducation réelle. Autant dans les écoles, dans les églises, qu'à la maison. On doit enseigner à l'enfant, avant d'enseigner à l'enfant la géographie, puisque le Canada est divisé en 10 provinces, puisque les États-Unis ont tel drapeau, on doit lui faire comprendre pourquoi c'est
important ou comment c'est utile d'apprendre la géographie. Et lorsqu'il aura saisi ça, il apprendra facilement la géographie. Sachez que tout ce qu'on aurait à faire, c'est fournir un livre de géographie à l'enfant, jamais lui donner de cours de géographie, lui expliquer pourquoi c'est important. La géographie va l'apprendre tout seul. Mais on s'évertue surtout à lui montrer la géographie sans lui expliquer pourquoi ça va être utile. Plus tard, tu vas te rendre compte que c'est utile. Alors, ou tu vas dire une chance, je l'ai appris, ou tu vas dire j'aurais dû l'apprendre. Mais c'est pas écologique. Merci beaucoup, Daniel, pour toutes ces informations. Je vous remercie aussi de votre bonne attention, de votre bonne participation. On a de plus en plus de questions à toutes les semaines. C'est merveilleux comme ça. Et puis, bonsoir et à la semaine prochaine.